on va se les passer de toute façon on entend. Les sockets en titane. Et là, bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Campus. Radio Campus met l'honneur. Je baisse un peu le tapis, excusez-moi, voilà, c'est fait. Je suis arrivé vivant jusqu'au 4e étage de la radio du campus universitaire de Bruxelles. Oui, et donc je suis avec plein de monde comme d'habitude avec moi en studio. C'est les sockets en titane. On va faire un petit tour de table évidemment pour se présenter. Et on est désolé de commencer avec 5 minutes de retard, mais vous verriez l'état dans lequel je suis après m'être pris un mur à vélo il y a de cela 15 jours. Vous comprendriez que si je suis déjà là, c'est déjà pas mal finalement. Et donc j'ai avec moi plein de gens, comme je vous le disais, pour aborder les deux thèmes de cette émission qu'on n'arrête pas de vous dire sur les réseaux, sur tout, on le dit tout le temps, c'est l'amour et l'ultracyclisme. Deux thèmes. Pourquoi l'amour? Parce que c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, tout simplement. Et aussi parce que l'ultracyclisme a été hier à l'honneur à Bruxelles. Donc c'était pas un hasard en fait. Si j'ai eu un grave accident qui m'a coûté un fémur ce 31 janvier dernier, avec une opération chirurgicale à la clé et maintenant 6 mois de convalescence. Ce n'est pas non plus un hasard du calendrier si votre émission préférée dédiée au vélo, les sockets en titane, tombe donc un 14 février, jour de Saint-Valentin. Et donc ce n'est certainement pas un hasard si celle-ci est dédiée pour moitié à l'ultracyclisme et à l'amour. Non, ce n'est pas un hasard. Puisque l'amour et la souffrance, l'ultracyclisme, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté vachement souffrance dans l'ultracyclisme, même si j'avoue que j'ai manqué la conférence d'hier, mais vous allez certainement me faire mon petit cours de rattrapage ce soir. Et donc, l'ultracyclisme, c'est quoi? C'est des centaines de milliers de kilomètres que vous roulez à vélo en quelques jours. Donc, je pense que même s'il y a beaucoup de plaisir pour se mettre là-dedans, il y a beaucoup de souffrance aussi dedans. Et on va aussi vous parler d'amour avec un grand A, donc pas seulement de souffrance. Et avec moi, comme d'habitude, j'ai Katia. Bonjour Katia, a.k.a. la nomade sédentaire. Hello. Il fait chaud ici, hein. Il y a trop de monde dans ce studio, non, ça ne va pas du tout. Mais non. On doit dire aux gens de ne pas venir habiller, tout simplement. Voilà. Vous habillez-vous, tout le monde. C'est la cyclonudista en fait. Non, on ne fait pas partie de la cyclonudista, nous, on vous le promet. Et donc on a également Mélodie, a.k.a. Mélo Vélo. Bonjour Mélodie. Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Alors on a aussi Pascal normalement qui va pour peut-être arriver, on ne sait jamais, cet homme a un double agenda caché et on le comprend avec les bouchées de Wolvertem, il a intérêt à se cacher le gars, donc s'il n'est pas là, c'est normal, on sait pourquoi et d'ailleurs il n'y a que nous qui savons. On a aussi Antoine Collard qui va faire une rubrique. Un petit billet juste pour nous. Il y a également le festival en roue libre. Le festival qui aura lieu à Watermal-Boisfort tout prochainement. Delphine est là pour nous en parler un petit peu. Et à leur côté, on a réuni le gratin des coureurs belges en ultracyclisme. Là, c'est ainsi que normalement le réalisateur du film qui était censé venir et qui est là, voilà, mais que je n'ai pas eu dans mon état. Bonjour Antonin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Ça va? Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Super content de vous avoir donc dans notre studio de la radio de l'Université libre de Bruxelles. Parce que, à part l'ultracyclisme qui a quand même un semblant de club SM des cyclistes, parce que vous avez, comme je crois, un côté un peu endurant, souffrant, qu'il faudra nous expliquer ce soir. C'est quand même une pratique hard du cyclisme qui me pose beaucoup de questions. Donc, pour bien commencer, laissez-moi vous parler de mon amour du vélo, car oui, j'aime mon vélo. Et l'avantage, lorsqu'on n'a pas de petite copine, parce qu'on est quand même le jour de la Saint-Valentin, l'avantage lorsqu'on n'a pas de petite copine, c'est qu'on a tout le temps de prendre soin de son vélo. L'autre jour, je shampouinais mon vélo dans ma cour, il faisait presque nuit, mais qu'importe. En ce dimanche après-midi, j'étais seul avec mon vélo qui méritait bien un bon nettoyage. Et qui dit nettoyage, dit nettoyer la transmission. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la transmission d'un vélo? C'est le plateau, le pignon, puisque je n'en ai qu'un, moi, je roule en fixe, je fais le malin. Et surtout la chaîne. Alors le pire, c'est la chaîne. Pourquoi, me direz-vous? Bien, le pire ou le meilleur? Parce que c'est le plus long et le plus fastidieux à nettoyer une chaîne de vélo. Vous savez que moi, je la nettoie tellement à fond, mais tellement à fond que chaque maillon est passé un par un avec un tournevis et un chiffon pour enlever toutes les impuretés. Ça prend des heures. J'ai l'impression d'égrener un chapelet. Je fais ma prière en communion avec ma bicyclette. Et pourtant non, la chaîne, ce n'est pas le pire. La chaîne, ce n'est pas le pire. C'est loin d'être le pire. C'est même le meilleur, comme je voulais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'elle me relie directement à ma bicyclette. C'est grâce à elle que toute ma force est transmise à ma partenaire, ma bicyclette. Donc pas question de la nettoyer à la va-vite. Elle doit briller comme au premier jour, la chaîne de mon vélo.
au premier jour de notre histoire d'amour. Oui, aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Ah, j'ai coupé ton micro. Dis-le plus fort. Ah. Pardon. La Saint-Vélotin. Voilà, oh, merci. Désolé, j'avais coupé vos micros. Et donc, toute belle, toute propre que nous sommes, ma bicyclette et moi, nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. Et puis en plus, j'en ai pas qu'une. J'ai d'autres vélos avec lesquels je veux rouler. Non, je ne suis pas libertin. Non, ce n'est pas de la polygamie, c'est de la polycyclie. Et c'est pas grave. Et donc, le nombre de mes montures est tabou. Je ne sais pas combien j'en ai. Je ne sais pas, mais de toute façon, j'en ai jamais assez. Alors, au bout d'un moment, je reviens à la réalité et j'ai beau me rassurer et me dire que je suis pas hétéro, que je fais pas l'amour avec mon vélo. Non, en fait, je fais juste des paillettes avec ma bicyclette. Si certains qualifient ça de vélophilie, tant pis pour eux. Ouais, pourquoi je suis hétéro avec mon vélo? Parce qu'à chaque fois que je parle à mes amis de mon projet de faire un Kama Sutra du vélo, donc comme 1000 façons de faire l'amour à son vélo, ben, la seule chose qu'ils savent me répondre, c'est il suffit d'enlever la selle, c'est un truc d'homosexuel. Eh ben non, le vélo c'est très libre, tu choisis ton orientation sexuelle, parce que non, le coït de tube de selle, c'est une pratique cyclosexuelle tout à fait hétérosexuelle. Ok? Non mais franchement, donc la seule différence qu'il y a avec des relations sexuelles entre humains, c'est le lubrifiant. Il n'est pas à base d'eau, il est fait juste pour mon vélo, le lubrifiant. Ok? C'est tout. Mais c'est tout, on s'arrête là. La comparaison, voilà, elle est toute valable. Alors avec ce plaisir partagé à rouler avec ma bicyclette des kilomètres, je finis par me dire qu'à un moment quand même, il faudrait que je trouve une femme qui n'est pas en chromoly ou en alu, parce qu'il me manque quand même quelque chose, même si c'est fusionnel avec mes bikes. Donc je sors de chez moi, même si c'est toujours à bicyclette, je rencontre des gens, je fais leur connaissance, je vais même sur Tinder, j'ai des dates, et puis quand je dois leur annoncer que je fais du vélo tous les jours, là j'ai peur de leur annoncer comme si j'étais vegan. Enfin, donc je sais plus quoi faire. Et tout ça pour dire que l'amour et le vélo, c'est pas facile, parce qu'à un moment je me suis dit, je vais essayer de trouver une femme qui fait du vélo. Voilà, c'est facile du coup, mais c'est vachement restrictif. Parce que du coup, ça limite, faut quand même se le dire. Et puis en plus, si elle roule à vélo, il y a quand même des chances qu'elle roule vachement pas comme moi. Ouais, on sait que tu roules plus vite, Clément. Non, elle peut peut-être rouler plus vite que moi. Ça se trouve, elle est championne de triathlon, elle fait du vélo à un niveau pro, donc peut-être pas. D'ailleurs, j'en profite ce soir pour lui dire à cette femme qui est peut-être une sportive de haut niveau, peut-être une nouvelle cycliste qui a un vélo électrique. Enfin non, pas celle qui a un vélo électrique, sorry. Enfin, c'est le mieux, ce serait une infirmière qui roule à vélo. Parce que là, comme je me suis cassé la jambe, là vraiment j'aurais besoin de ça. Et donc, si tu m'entends, que tu sois une sportive de haut niveau ou une infirmière à vélo, contacte-moi via la page des sockets en titane maintenant, afin de voir ensemble si on peut créer un amour en titane. Voilà, c'était mon intro pour cette émission dédiée à l'amour et au vélo. Et donc, oui, Katia? Non, je voudrais juste dire que c'est chouette parce qu'on a plein de gens qui réagissent déjà en direct sur Twitter et tout ça, dont Bilouk le cycliste à qui je fais un gros bisou parce qu'il nous écoute en direct, voilà. Et tous les autres aussi. Et il faudrait quand même remercier ton chauffeur aussi, Clément. Oui, exactement, parce qu'on a fait un appel sur Twitter et waouh, à la fin ça a été cool quoi. On a eu le choix. Non, trop bien. Elle était trop bien la voiture. C'était ça. Je l'ai croisé en arrivant. Ouais. Ah ben, il était très sympa en tout cas. Et il attend à la fin de l'émission pour me reprendre pareil quoi. Il abandonne sa chérie pour la Saint-Vélotin pour venir te rechercher. C'est pas beau ça? Si, c'est super beau. C'est la communauté des cyclistes. Et donc, on est super content d'être sur les ondes de Radio Campus, évidemment, pour se mettre jusque 19h30, rien que dans l'univers du vélo. Et on va enchaîner avec... Je n'ai pas le plan sous les yeux, Katia. Qu'est-ce qu'on a après? Dis-moi. On a je crois qu'on va parler avec Seb. Il n'y a pas ton voisin en régie là? Il est où ton voisin en régie? Il est parti. Oui, il s'est transformé. C'est le bordel cette émission. Donc on a Seb Bicicletta. Salut. Seb qui va nous parler de... Mais oui, j'ai oublié de faire le tour de présentation des ultracyclistes. Il faut l'excuser, il est handicapé. J'ai dit qu'on avait le gratin de l'ultracyclisme belge, mais j'ai oublié de m'arrêter pour que chacun d'entre eux ait l'occasion de se présenter. Seb, salut. Oui, toutes les sortes de fromages, commençons par Seb. Donc oui, mais voilà, Sébastien, c'est Bicicletta sur les réseaux. J'ai participé une fois à la Transcontinentale, très chouette petite édition de 2018. Un beau parcours. Petite édition, comme si je... Non, mais c'était très sympa. Je trouve vraiment... Allez, je me suis fait plein d'amis en route et pour moi, ça restera l'édition avec laquelle j'ai commencé la Transcontinentale et du coup, ça reste unique. On parle d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, je suis aussi organisateur de la soirée qui a eu lieu hier, une soirée qui projetait le film sur la Transcontinentale. C'est un film magnifique de 55 minutes et on était 350 dans la salle.
au Palace à regarder, à s'émouvoir devant le film d'Antonin qui est ici autour de la table. Et voilà, on a tous adoré, il y a eu du temps pour des questions, il y a eu pas mal de gens qui étaient intéressés par, déjà, qui voulaient comprendre pourquoi on roule comme ça, et il y avait des questions aussi plus techniques et plus pratiques sur comment on s'organise, comment on s'entraîne, voilà. Tout ça a terminé autour d'une bonne bière dans l'atrium en bas, une bière évidemment qui s'appelait Bicyclette, donc voilà, on est resté dans le thème. Ah ben, tu nous en parleras bien plus en longueur tout à l'heure parce que tu n'es pas tout seul pour en parler. Mais avant ça, nous avons Delphine qui vient nous parler du festival en roue libre. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors explique-nous, ce festival, c'est la 40e fois que vous c'est super français, je sais, c'est la 40e fois que vous le faites. Vu qu'on l'écoutait partout maintenant, tu vois, il faut un peu cela. Mais donc tant pis, c'est la 40e fois que tu fais. Alors c'est la 3e édition qui aura lieu dans un mois tout pile, le 13 et 14 mars à Watermal-Boisfort. C'est un festival qui est organisé par des cyclistes du GRAC, par une équipe de bénévoles. Et c'est à la fois des films, des rencontres, il y a des ateliers, des stands d'associations. Donc toute une journée pour que les visiteurs puissent échanger, s'inspirer, rêver. Aussi préparer des voyages de manière plus concrète en cherchant des itinéraires, avoir des conseils sur la manière de s'équiper. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de voyage à vélo qui veut commencer, par exemple, c'est le bon endroit où aller. C'est vraiment l'idée, tout à fait. Que ce soit pour un week-end ou un plus long voyage, c'est pareil? Oui, notre idée c'est qu'il n'y a pas de petits voyages. On est content de pouvoir présenter à la fois des choses un peu incroyables, comme quelqu'un qui est parti en Sibérie, pédaler sur le fleuve Amour pris dans les glaces. C'est le jour. Deux copains qui sont partis jusqu'au Pérou à vélo pendant 9 mois en faisant du bateau stop. Et puis en même temps, il y a des projets beaucoup plus modestes, mais qui nous tiennent à cœur aussi, qui nous font plaisir. Des gens qui partent vraiment de chez eux. Il y a parmi les films, il y a 2 personnes qui sont parties de Boisfort, donc vraiment de chez eux. Une Claire qui est partie jusque dans la Drôme, qui a laissé sa famille, ses 4 enfants et son homme qui avait besoin de faire un petit break et qui est partie. Elle est partie toute seule. Toute seule, ouais. Et elle a fait un film qui est très joli, très poétique. Voilà, il y a aussi un film sur le temps d'un week-end. Il y a des propositions un peu. On est toujours. C'est la 3e édition, on est toujours vraiment épaté par ce qu'on reçoit comme proposition de voyageurs, avec des choses parfois un peu décalées. Et on reste toujours surpris. Et il y a un groupe de femmes qui est parti aussi de Chambéry en France jusqu'à Venise. 40 femmes qui ont été touchées par la maladie, par le cancer, et qui se sont préparées pendant 1 an pour faire ce voyage. Donc c'est un film super émouvant, qui est très beau aussi. Et voilà, plein de choses. Une expo photo aussi. On invite Monsieur You, que vous connaissez peut-être déjà, qui a fait une BD qui s'appelle Le Tour de Belgique, qui est un très chouette album. Et qui est tout colorié en noir, jaune et rouge. Oui. Et il a fait un effort de ce côté-là. Voilà, des choses plus concrètes, un atelier sur la cuisine, la popote de voyage, des itinéraires en Wallonie, comment voyager avec des enfants. Donc il y a vraiment, on essaye de présenter de la diversité et plein de manières de voyager, parce qu'on pense que c'est vraiment on pense que c'est pour tout le monde, que c'est accessible, que c'est facile, qu'il ne faut pas nécessairement... Enfin, il y a différentes manières de voyager, mais il ne faut pas être un ultra cycliste, il ne faut pas forcément être un sportif, et on peut très bien partir... avec des enfants, on peut partir quand on est plus âgé. Il y aura aussi des stands avec du matériel et tout ça ou... Un petit peu, oui. On a les ateliers de la Rue Vaude qui viennent aussi pour donner des conseils sur la manière de s'équiper, justement comment préparer son vélo, un petit peu en fonction aussi de ce qu'on a comme objectif. Est-ce qu'on veut rouler 50 km par jour tout tranquille, ou est-ce qu'on est plus sportif? Est-ce qu'on va faire de la montagne? Est-ce qu'on va rester sur du plat? Enfin, voilà. Cool. Voilà. Eh ben, on a hâte que vous nous en parliez encore et encore le week-end en question, puisque vous serez là juste avant pour nous relancer sur ce festival. Merci Delphine, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Katia, c'est à toi maintenant. Déjà Bah oui, on a hâte d'entendre ce que ton amour du vélo nous dit, parce que Dieu sait si tu l'aimes ton vélo. Hein. Ah ça, mais c'est pas pour mon vélo aujourd'hui. J'ai écrit une petite lettre d'amour pour la Saint-Vélotin, mais c'est pas pour mon vélo en fait. Voilà, je vais vous lire la lettre. Je suis un peu pudique, mais voilà, aujourd'hui je lui fais une déclaration d'amour en direct. Tu fais une déclaration d'amour à ton vélo là? Non, pas à mon vélo. Ah, pas à ton vélo. À Karl Dreis von Sauerbrunn.
Tu connais Karl Dries van Sauerbrunn? Ben non, qui ça? Ben tu vas voir. Cher Karl Dries, j'ai mis 1 heure à répéter son nom. Hein. Cher Karl Dries van Sauerbrunn. Voilà un peu plus de 2 siècles, en 1817 très exactement, que tu inventais une machine qui allait, n'ayant pas peur des mots, changer la face du monde. Une machine qui allait permettre aux hommes de se déplacer de manière autonome et qui allait permettre aux femmes d'enfin s'émanciper. Cher Karl, en 1817, tu inventais la draisienne, l'ancêtre de la bicyclette. Ah Karl, si tu savais comme ton invention contribue à rendre le monde meilleur. Comme après avoir été délaissée pendant des décennies au profit de l'automobile, elle revient aujourd'hui en force, partout, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ta draisienne s'appelle aujourd'hui bicyclette, vélo, biclou, bécane. On la surnomme aussi la petite reine. La petite reine, c'est joli, n'est-ce pas? Elle est partout. Elle fait la joie des petits et des grands. Elle fait aussi, elle a assuré quelques aigris. Mais eux-mêmes, j'en suis convaincue, ne tarderont pas à découvrir sa magie. Et alors, ils cesseront de grogner et se joindront, avec un mélange d'étonnement et de fierté, au peloton bigarré de cyclistes urbains, pour redécouvrir à leur tour le sens du mot « liberté ». Cher Karl, l'heure est grave. Ta bicyclette est en train de réaliser un tour de force incroyable. Elle est en train de dépolluer nos villes, de les désengorger. Mais ce n'est pas tout. Elle est en train aussi de réconcilier les hommes avec un grand H, de les rassembler, de les faire se rencontrer, échanger, de les sortir de leur canapé et de leur voiture, de les réconcilier avec la nature et les éléments. Ils n'ont plus peur de la pluie ou du vent. Tout ce qu'ils veulent, c'est rouler, rouler encore, regarder la ville, grimper les montagnes et glisser sur le gravier, percher sur leur selle, sentir le bitume ou le sable sous les pneus, écouter le crissement de la neige sous leur passage, sentir le vent dans la bouche, méditer au son de la roue libre. La roue libre, quelle belle expression, n'est-ce pas? Tellement juste. La roue libre. Mais ta bicyclette est en train aussi de faire prendre conscience de l'air qu'il respire et de la finitude des ressources. Alors, certains s'indignent. Et ceux qui, malgré leur indignation, ne sont pas écoutés, choisissent de rouler encore plus. Rouler, rouler pour retrouver la joie. Car ta bicyclette, cher Karl, a ce pouvoir. Ta bicyclette procure la joie à celui qui la chevauche. Elle lui fait oublier les soucis et les mauvaises nouvelles. Elle lui fait oublier les notions de temps et d'espace. Car sur ta bicyclette, c'est ici et maintenant que les choses se passent. Parce que l'inconnu est au bout du pneu, parce que chaque seconde, chaque tour de roue, chaque coup de pédale est un pas de plus vers l'infini, un pas de plus vers soi, un pas de plus vers l'enfance aussi. Il est des notions qui disparaissent ainsi instantanément sur ta bicyclette. Oui, elle est en train de faire tout cela, ta machine. Incroyable, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, elle a aussi ses opposants, ceux qui la voient comme un obstacle sur leur route ou comme une menace pour leurs intérêts. Ceux qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, ceux qui se moquent d'elle ou qui la regardent de haut, ceux qui n'ont pas encore compris parce qu'ils ne la connaissent pas encore, ou ceux qui l'ont oublié qui elle était. Mais elle est agile, ta bicyclette, et pendant qu'ils s'échinent à trouver des moyens de l'arrêter sur sa lancée, elle avance, inexorablement, imperturbablement, et le peloton grandit encore, et encore, jusqu'à un jour, peut-être, ne plus former qu'un seul et immense peloton, bigarré, libre et joyeux. C'est drôle la vie, Karl. À 4 ans, tu découvres que le vélo est source de bonheur. À 18 ans, tu l'oublies parce qu'enfin tu peux conduire un engin motorisé d'adulte responsable. Et à 30 ou 40 ans, tu redécouvres ce que tu savais déjà. En fait, c'est bien le vélo qui est source de bonheur.
Un peu de musique capverdienne pour se mettre bien dans les sanquettes. En titane, vous êtes sur Radio Campus. Et c'était Antonio dos Santos sur la super compile Space Echo de Mystery Behind. Donc très très bonne compile de musique capverdienne des années 70s. Allez, je ne suis pas dans mon émission musicale, je suis dans mon émission de vélo et j'ai la chance d'avoir dans les studios avec nous Pascal qui va nous faire notre Pierre Bellemare du reggae ou là non, allez, la comparaison n'est pas Bellemare du reggae. Tu as pris des médicaments, Clément, ouais, sérieux oui, j'ai dit reggae au lieu de vélo. En plus, il a tellement des belles dreads, donc là, t'es bien parti. J'ai dit reggae au lieu de vélo. Non, c'est parce que je vous explique, j'ai une autre émission de radio sur cette même radio qui a trait au reggae. Du coup, voilà, excusez-moi, mais j'ai pris. Mais non, j'ai pas pris à part du Dafalgan, non, pardon. Bon, allez, on y va avec Pascal qui nous parle d'amour, j'espère, aujourd'hui, vu le jour que nous sommes. Pascal. Bah oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Bienvenue. De toute façon, tu m'avais pas laissé énormément de choix, puisque je pouvais choisir entre l'ultra-distance ou l'amour. Et bon, mais j'avais déjà déversé un peu de fiel sur l'ultra-distance la fois passée. Donc je me suis dit, bien, tu vois, je veux dire, tu te rappelles, hein, je m'étais un peu lâché. Et bon, c'est vrai que c'est une nouvelle discipline et tendance lourde du cyclisme moderne avec le gravel, les nouvelles marques de textiles de luxe pour cyclistes et un prochain sujet de ma chronique d'ailleurs. Je suis impatient, ça va tirer à feu nourri. Je suis chaud aux boulettes. Mais en attendant, les gens peuvent réécouter la précédente qui parle de ce que tu es en train de raconter là. Oui, il faut un peu revoir parce que ça tourne un peu à la private joke cette fois-ci. Hein. Donc si tu n'as pas suivi les épisodes précédents,
temps, il y a des trucs qui sont pas drôles, quoi. Bon. Donc, bon, mais voilà. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de parler d'amour, hein, une fois n'est pas coutume, parce que c'est vrai que ma misanthropie m'aurait, à vrai dire, pas poussé immédiatement vers le sujet, mais bon. Et en plus, s'il m'avait été donné de choisir un thème, c'est peut-être pas celui que j'aurais choisi, mais il règne dans cette équipe une espèce de despotisme intolérable. Bon, en tout cas, après mes déboires de ces derniers mois, j'ai veillé à calmer les esprits. Et parce qu'il faut dire que les taches que laissent les têtes de cheval coupées sur mes oreillers, même à 90 degrés, ça ne va plus. Hein. Ça, c'est dedans à jamais. D'ailleurs, en parlant de taches, l'hygiène du cycliste à travers l'histoire, super topique pour une prochaine chronique aussi. Parce que je peux vous dire que dans ma vie de cycliste, j'ai vu des fonds de cuissard qui feraient rougir un ténia, quoi. Hein. C'est vraiment... je suis désolé pour celle-là, mais il fallait que je la mette, si je puis dire. Donc je saurais assez répéter cependant que l'histoire du cyclisme tient davantage de la tragédie que de la comédie. Et il n'y a pas de vraie tragédie sans une bonne histoire d'amour pour la soutenir. Et quand je pousse cette idée dans ces derniers retranchements, je ne peux pas m'empêcher de penser que Homère ou Shakespeare auraient fait de fameux vainqueurs du Tour de France, en fait. C'est une petite digression liée à l'ultra-distance, de nouveau. Parce qu'ils auraient eu à scoltiner une sacrée distance. Quand on sait qu'il y a encore 100 ans, des étapes pouvaient durer 17 heures, j'ose pas imaginer ce qu'elles auraient pu durer dans l'Antiquité ou au XVIIe siècle. Et c'est vrai, le vélo n'avait pas été inventé, et ça rend les étapes encore plus difficiles. Donc l'amour. Mais l'amour, mais par où faut-il le prendre, si je puis me permettre? Et donc, une fois de plus, l'histoire du cyclisme regorge d'histoires d'amour aussi véridiques qu'invraisemblables. Et la première qui me vient à l'esprit est celle de Roland Genoux, en 1923. Roland est un modeste garçon boucher de la région nantaise. Il semble d'ailleurs que Roland n'ait pas tout à fait choisi sa profession par hasard, puisqu'en effet, la cellule recherche et documentation de l'émission a permis de mettre en évidence des liens familiaux historiques avec l'industrie de la viande dans la proche banlieue de Bruxelles et Wolvertem en particulier. Donc il faut aller voir un peu les épisodes précédents pour celle-là, sinon elle passe comme ça, quoi. Donc Roland rencontre par hasard la fille d'un charcutier niçois alors qu'il accompagne son paternel chez leur fournisseur habituel de suppléments alimentaires pour le bétail. Et vous noterez avec moi que le lien entre coureur et bovin est une tendance lourde dans l'histoire du cyclisme. Mais là, je me répète un petit peu. Donc c'est le coup de foudre immédiat, mais la belle doit retourner dans sa rivière natale. Et Roland n'a ni le loisir ni les moyens de l'accompagner. Il doit faire face à la résistance de ses parents et au manque cruel de moyens. Sans compter qu'il faudra encore compter les tas d'années avant qu'on puisse aller à Nice en TGV. Donc, il est coincé. Roland, il cherche une solution pour lui permettre de rejoindre l'élu de son cœur. Et alors qu'un ami équarrisseur lui fait part de sa passion pour le cyclisme et le Tour de France, Roland se rend compte que le Tour de France passera non seulement par Nantes, mais aussi par Nice. Et... donc voilà, donc le Tour de France... Excusez-moi. Le Tour de France passe par Nantes et par Nice. C'est ça la formation clé dans ce que je viens de dire. Et donc Roger, ni une ni deux, s'inscrit à l'épreuve puisqu'il y voit une occasion de se rendre finalement à moindre frais jusqu'à Nice. Il s'entraîne comme un dingue pendant toute l'année 1923 et en 1924, il prend le départ du Tour. Et à vrai dire, ça se passe pas trop mal. Enfin, ça se passe pas trop mal. Je veux dire, si on peut dire que rouler 15 heures sur des routes non asphaltées dans un cuissard en laine, ça puisse se passer pas trop mal, quoi. Ouais, c'est probablement... Enfin, si vous en avez le courage, essayez de visualiser, mais c'est quand même chaud. À la radio, c'est toujours bien de visualiser, je trouve. Enfin... écoute... Non, mais je visualise. Moi, je le vois. Et c'est... Voilà, c'est... mais on est tous dedans. Allez, continue. Enfin bon, c'est la Saint-Valentin, quoi. Restons un peu... Ouais. Non, mais t'inquiète, t'as vu comment j'ai lancé. Donc, super motivé à l'approche de Nice. Il donne tout ce qu'il a. Alors vraiment, le gars, il se lâche. Et bon, il remporte l'étape avec plusieurs minutes d'avance. Et c'est vrai que plusieurs minutes d'avance, ça a l'air beaucoup pour un débutant, mais à l'époque, il y avait des étapes qui se gagnaient avec quelques heures d'avance. Il y a même eu des étapes où il a fallu attendre plusieurs jours pour faire le classement final, pour attendre les derniers, quoi. Et donc, il remporte l'étape. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Ah oui, il remporte l'étape.
avec plusieurs minutes d'avance. Et alors, donc, il est là sur le podium, il est à Nice, il cherche dans la foule sa fiancée ou sa future fiancée. Il ne la voit pas. Quand soudain, du côté du podium, elle surgit. Elle porte un bouquet de fleurs. Elle lui saute au cou et elle l'embrasse. Le public est ravi. L'image est vraiment super. Tout le monde applaudit. Même les officiels sont touchés. Il y a là la petite larme. Vraiment, c'est un beau moment de cyclisme. Et le lendemain, Roland ne prendra pas le départ. Il restera à Nice jusqu'à la fin de ses jours. Il aura de nombreux enfants. Il y ouvrira une célèbre boucherie chevaline appelée le Beau Dérailleur. Là, c'est un jeu de mots et je vous laisse le Beau Dérailleur, la boucherie chevaline. J'ai compris. Non, mais je l'ai essayé là tantôt et j'ai remarqué qu'il fallait laisser une petite seconde pour celle-là. Donc, non, mais ça va. Tu parlais des cyclistes. Et notez qu'il y a un club cyclo de Bertry qui reprend le nom plus tard en hommage probablement à Roland Genoux. Le Beau Dérailleur de Bertry, un club très sympathique. Sérieux, ça existe? Ça existe vraiment? Tout ce que je raconte est toujours vrai, Clément. Oui, c'est vrai. Pourquoi je vais aller inventer un nom de club à Bertry? Ça n'a aucun intérêt. Je sais pas, je me demande des fois. Mais l'intérêt de toute cette histoire, c'est que l'événement va avoir un tel retentissement que dès l'année suivante, lors de chaque arrivée, les organisateurs demanderont à une jeune fille de monter sur le podium pour offrir des fleurs aux gagnants et l'embrasser. Une tradition qui perdure aujourd'hui encore sur les podiums, dans une majorité de courses. Une tradition qui évolue aussi, puisqu'on voit de temps en temps que les fleurs sont remplacées par un petit lion. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais compris un bœuf ou un cheval, mais un lion, je ne vois vraiment pas pourquoi. En tout cas, c'est ma seule histoire pour aujourd'hui. D'habitude, j'ai plusieurs histoires, mais c'est la seule. Et donc, ça explique pourquoi, sur les podiums... Aujourd'hui, une belle histoire d'amour qui explique pourquoi, sur les podiums, on offre des fleurs et des baisers aux gagnants. J'avais une deuxième histoire, mais celle-là, elle impliquait un gangbang sadomaso dans une cave à Astana en Ukraine, et ça m'a semblé moins approprié pour la Saint-Valentin. Mais je vous la raconte une prochaine fois. Ça va? Il est tôt un peu. Okay. Bonsoir, merci. Merci à toi, Pascal. Au mois prochain. Salut. Alors, on enchaîne. Avec l'ultracyclisme. Alors, il n'y a pas des gens qui crient comme ça dans l'ultracyclisme. Non, ça, c'est dans les courses cyclistes en général. L'ultracyclisme était à l'honneur hier au Bruxelles Première. Une soirée était organisée par Sébastien Nolens, j'allais dire Sébi Cycletta, qui adore ce surnom qu'il a trouvé. Il a bien raison, parce que moi, il me plaît ce surnom, Sébi Cycletta. Il n'y en avait qu'un pour le sortir, c'était lui. Et ben, il l'a fait. Il y en avait en même temps qu'un pour le faire, c'était le Mont des Arts. Combien de fois tu as fait le Mont des Arts pour faire un dénivelé de je ne sais plus combien? Alors, 430 fois pour faire un dénivelé du Mont Everest. Donc, 8848 mètres d'altitude en une journée. Voilà. D'accord, tout ça en restant au Mont des Arts. Oui, c'est dingue. C'est ça qui est drôle. Parce que finalement, comme la route est la même, il faut se divertir d'une autre façon et finalement, on regarde les passants, on essaie de voir comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils font, à combien ils sont, enfin tout ça. Voilà, il faut s'occuper l'esprit. Et donc, tu es dans le vélo depuis bien longtemps, dans l'ultracyclisme. Tu es là pour nous en parler, accompagné de François à tes côtés. François, bonjour. Salut Clément. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci d'être là. Tu vas aussi participer à la discussion donc autour de la soirée qui a eu lieu hier. Alors, à côté de toi, on a Xavier Massard, qui lui aussi a de nombreux kilomètres derrière lui, puisqu'il est quand même un participant assez connu en Belgique par rapport à l'ultracyclisme. Bonsoir Clément. Salut Xavier, merci d'être là comme tous ceux qui viennent d'être présentés. Et à côté on a Guillaume Chaumont, bonjour aussi. Oui, bonjour à toi. Et si on commençait par parler de ce qui s'est passé hier, vu que hier il y a eu une soirée très spéciale en ville au Bruxelles Première. Donc dans cette soirée on y projetait le film On Board Transcontinental Race qui a été fait par Antonin, qui est ici présent dans les studios, Antonin Michaud, Soret, c'est ça? Tout à fait. Et qui a donc réalisé ce film en quelle année? En cette année, en 2020, enfin réalisé sur 3 années de course. C'est un documentaire au long cours. Pour essayer de ne pas tomber dans les clichés de juste des larmes, de la sueur, des taches au fond des cuissards et la performance, et pour essayer de voir qui c'est qu'il y a au fond des cuissards plutôt quoi.
Ouais, parce qu'il y a un humain quand même derrière. C'est ça. Ouais, c'est... Je confirme, je l'ai vu hier, c'est tout en subtilité et en douceur ce film. Il n'y a pas de gros effets, de machin. C'est bravo, franchement j'ai adoré ce film. Oui, alors que toi à la base t'es pas ultra distance. Pas du tout, mais il est émouvant, il est touchant, il est humain, quoi. Enfin, voilà, on voit les hommes qui sont derrière, pas beaucoup de femmes, mais on voit les hommes qui sont derrière, mais il y a moins de femmes qui participent, je pense, à la transcontinentale aussi, donc forcément c'est un peu... Non, mais quand elles participent, elles gagnent en même temps. Tant mieux qu'elles y participent pas tout le temps, hein, parce que l'année passée c'est quand même une femme qui a gagné la transcontinentale. Voilà. Et dans les statistiques, les femmes abandonnent moins souvent que les hommes. C'est vrai ? En pourcentage, oui. Ah ouais. Wow. Qui prouve, à mon avis, selon pas mal d'organisateurs de courses, que en fait, une femme qui participe, elle sait pourquoi et elle s'est bien préparée. Alors que les hommes auraient peut-être tendance à le faire pour l'image et abandonneraient en cours de route. Est-ce qu'en amour, ce serait pas un peu la même chose, finalement ? Quand elles se lancent dans une relation, les femmes, est-ce qu'elles n'ont pas un peu le même... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, chers vos amis qui est autour de la table ? On en parle demain ? Oui. Et cette soirée donc s'est fort bien passée. Les conférenciers, entre guillemets, conférenciers ça fait sérieux, les cycléos quoi, merde, qui étaient présents, ils ont pu partager leur expérience. Ce qui était super, c'est que dans la soirée que Seb a organisée autour du film, déjà il a réussi à ramener beaucoup de monde, on était presque 400 comme il disait. Et surtout, il avait ramené un beau panel bien diversifié en fait, d'intervenants, parce que en fait, la course, entre autres, et le monde de l'ultra-distance plus largement, c'est des gens qui sont petits, grands, gros, vieux, jeunes, et des fois même femmes. Et du coup, les gens qui avaient des questions, l'espace qu'il y a eu ensuite de discussion, tout était parfait pour parler vélo, quoi, un peu de manière décomplexée, sortir un peu des internets. Ouais, même dans cette grande salle, vous avez réussi à créer un côté on est ensemble, on est des cyclistes et on a envie de parler de ce truc en commun en fait. Alors que c'était, moi j'ai vu des photos, j'ai pas pu venir malheureusement, mais donc c'était une chouette rencontre quoi. Pour toi qui as fait le film et pour les autres qui sont des coureurs ultra, ça le fait quoi. C'était une chouette expérience. Merci Seb, hein, même si j'étais pas là. C'est surtout le mérite. En fait, je crois que l'ambiance s'est lâchée à partir du moment où les gens ont vu le film. Et ça, c'est le mérite d'Antonin d'avoir créé un film qui a fait rigoler, qui a ému les gens aussi, et qui leur a donné une idée de ce qu'on peut vivre en faisant cette course. Donc, il a mis vraiment les gens à bord de la course, comme le titre le dit d'ailleurs, On Board the Transcontinental. Et donc, après ce film, voilà, il y avait plus de questions, il y avait de l'intérêt, il y avait de la sympathie pour les coureurs. Et puis on s'est mis devant et on a été sympathisé par les gens. Voilà. Chouette. Et qui a envie de parler de son expérience ? Par exemple, Xavier Massard, hein, qui est quand même, comme je le disais, a fait pas mal de trucs dans le milieu. Est-ce que tu peux un peu quelques courses, oui. Et comme je ne suis pas un spécialiste de la discipline, est-ce que tu peux toi nous en parler ? T'as été moi j'ai bien suivi celle que tu as fait dans le désert d'Oman, hein, le sultanat d'Oman. Tout à fait, il y a juste un an, là j'ai fait une course à Oman de 1100 km. Donc ça ce sont des courses d'un circuit qui s'appelle Biking Man. Ce sont des courses un peu plus courtes pour l'ultra, puis ce sont des courses qui vont de 700 à 1150 ou plus long je pense, kilomètres. Mais à côté de ça, il y a des courses plus longues. Et donc j'ai commencé par des courtes et puis je suis passé à la plus longue qui existait à l'époque. C'était la Transam, qui était une course à travers les États-Unis de 7000 km. Donc qui traversait les États-Unis de la côte ouest à la côte est. En combien de temps ça, 7000 km ? 24 jours. Ah. Donc ouais, ça fait de nouveau plus ou moins 300 km par jour. Le même principe que la transcontinentale ? Le même principe que la transcontinentale, exact. Il n'y a pas de checkpoint. Là, c'est une route fixe, puisque c'est une route qui est la route historique à travers les États-Unis à vélo. Donc c'est l'American Trail à vélo. Donc on suit cette route historique. Donc là, il n'y a pas de checkpoint, mais on est tous au même départ en même temps. On était 200 aidés au départ et pareil, le premier arrivé a gagné. Donc, combien à l'arrivée ? De nouveau, on est dans les 50% de finishers, je pense. À 50% ouais. Et transcontinental, c'est pareil, c'est 50% En général, je pense qu'on est dans les 50% de finishers. Alors la différence avec la Transam, c'est qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de cut-off, donc il n'y a pas de temps limite. Et donc ça reste une course, mais il y a quand même des gens qui vont le faire en 2 mois. Donc bon, c'est vraiment un pourcentage infime, mais il y a des gens qui se disent je vais la finir, je la finirai coûte que coûte, mais qui la finiront en beaucoup plus de temps. Et toi, tu l'as ouais. C'est ça la question. Si je l'ai fini ? Oh oui, en combien de temps ? En 24 jours. Ouais.
Donc je l'ai fini, ouais. J'ai fini toutes les courses que j'ai commencées. J'ai jamais eu de... Ça fait combien de kilomètres par jour en moyenne? Pour la Transam, de nouveau 300, ouais, c'est ça. Il faut préciser qu'il a commencé en étant malade. Il a eu La, des problèmes de santé. la Transam, ouais, j'ai pas commencé dans de très bonnes conditions, effectivement. J'avais un espèce de plan parfait comme ça où je devais rejoindre des amis au Canada pendant un mois avant pour plus avoir de jet lag et me réentraîner, etc. Et c'est tombé à l'eau en finissant à l'hôpital le jour de mon départ en avion, en passant 15 jours à rien faire et en arrivant sur place 4 jours avant la course, je pense, en me disant, avec l'accord des médecins, que je pouvais prendre le départ. Les problèmes devaient être passés. Enfin, ils ne savaient pas trop ce que j'avais, mais j'avais un problème intestinal. Et oui, j'ai pris la course dans pas des très bonnes conditions, c'est sûr, mais ouais, je m'en suis quand même bien sorti, donc ça va. Et donc, quand tu faisais la traversée du désert, là, environ 1000 km, ça se fait en combien de temps? Parce que pour 1000 km, moi, c'est facile. Pour moi, c'est Bruxelles-Montpellier. C'est traverser la France avec l'autoroute du soleil, quoi. Okay. C'est un bon repère. Bah ça, donc, comme je disais, les courses Biking Man sont des courses plus courtes. Et donc, pour moi, c'est de l'entraînement un peu à fond. Et donc, je dors le moins possible. Et le Oman, je pense que j'ai fait 62 heures. Donc, 2 jours des poussières pour 1000 km. En faisant peut-être 2 siestes de 30 minutes. Jésus, il a mis 40 jours pour traverser le désert. Ça te situe par rapport à... Moi, j'avais soif, alors j'étais vite. Donc oui, non, c'est des courses plus courtes où on peut se permettre évidemment de pousser la machine un peu plus fort que sur des courses plus longues où forcément il y a besoin de dormir et de se reposer. Sur 700, 1000 km, on essaye d'aller chercher plus loin encore. Donc, Mais t'as un vrai métier, on est d'accord. J'ai un vrai métier, c'est un sujet compliqué. J'ai un vrai... Tu fais pas que ça, si? Je fais que ça. Ah oui? Le problème, c'est que c'est un sport amateur et donc ça ne me permet pas d'en vivre. J'ai des sponsors qui me permettent d'en survivre, que les déplacements me coûtent presque rien, que mon matériel ne me coûte rien, etc. Mais je n'en vis pas, donc je fais encore un peu de boulot à côté dans l'événementiel, etc. Mais après, si on veut s'entraîner de manière correcte, on peut vite arriver à un plein temps en s'entraînant. Et plus tout ce qui est la gestion des sponsors, ça prend énormément de temps aussi, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est dur d'avoir un vrai métier à côté, même s'il y en a qui le font. C'est souvent des indépendants ou des gens qui sont très flexibles dans la façon dont ils peuvent travailler. Si on veut faire un vrai travail de bureau à côté, je pense que c'est très compliqué. Même c'est une course d'un mois. On a François qui vous en parlera dans 2 secondes. Mais oui, quand les courses peuvent mettre jusqu'à 20 jours, il faut forcément avoir des flexibilités par rapport à ça. C'est ma question, parce qu'il faut quand même s'entraîner. Ça demande un entraînement assez rigoureux quand même pour faire des courses pareilles. Enfin, donc je comprends pas comment des gens qui ont un vrai métier, une vie normale entre guillemets à côté, peuvent faire des courses aussi difficiles quand même. Il faut prendre sur quelque chose, de toute façon. Il faut prendre sur soit le travail, soit sur la famille. Moi, malheureusement, j'ai un jour de mon week-end que je passe sur mon vélo. Tous les week-ends, tu fais ça, c'est vrai. Voilà, quand je veux m'entraîner, c'est souvent un mercredi soir, après le travail, et alors le samedi ou le dimanche, ou peut-être même les deux, mais il faut s'arranger alors pour caser le reste des activités qu'on a, familiales et travail, autour du vélo. Parce que je te suis sur Instagram, effectivement, tous les week-ends, il me semble, tu fais au moins 200 km quand tu roules comme ça le week-end sur une journée, non? Sortie de 200. Voilà, Après un moment, on ne se satisfait plus d'avoir une activité qui commence en 1. On veut que ça commence par 2 ou peut-être même par 3 quand c'est possible. Ah ouais. Toi, pareil, Xavier, Pareil, enfin pas vraiment. Moi, j'ai un type d'entraînement où je fais plus de choses spécifiques, donc plus courtes. Je vais très rarement faire 200 ou 300 km pour m'entraîner, mais c'est 2 autres théories d'entraînement. Je crois que c'est mieux. Hein. T'es plus suivi que moi aussi, et moi j'y vais un peu. Donc on peut s'entraîner en passant moins de temps à s'entraîner, mais en s'entraînant plus spécifiquement. Mais après, ça demande plus de science derrière, on va dire, sur comment cibler quel seuil et quel palier et comment être efficace, comment rendre 1 heure d'entraînement efficace comparé à 5 heures en partant se balader. Comment tu veux dire plus spécifiquement? C'est-à-dire que d'une manière physiologique, cardiaque, musculaire, il y a on sait très bien toutes des théories sur l'entraînement, de répétition d'efforts, de type d'efforts. Et cibler tout ça permet d'être plus efficace dans la façon dont on s'entraîne plutôt que de juste prendre son vélo et d'aller rouler 5 heures. Ça, c'est une partie qui est nécessaire et qui est vraiment importante aussi
d'accumuler ces kilomètres et de pouvoir se dire oh, je vais rouler 200 km et c'est pas un problème. Il y a juste un truc que je dois ajouter, c'est que les gens qui font l'ultra, c'est juste des gens passionnés. Et hier, j'ai rencontré Jeroen qui a fait la transcontinentale cette année-ci et qui va faire la transpyrénéenne. Et lui, c'était quelqu'un qui habite Grammont. Donc la transcontinentale a démarré 4 saisons à Grammont et il a justement accueilli des gens dans son Airbnb qu'on a vu dans le film de Antonin, donc il y avait Mathias Dalgas et tout. Et lui, sans entraînement, il s'est dit je vais me lancer dans cette aventure-là. Et il a terminé la course dans les 15, dans le temps, donc en 15 jours. Ah ouais. Et moi, ce que je trouve qui démarque l'ultra, c'est vraiment le côté amateur. C'est un côté très niche, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se lancer. On est très un peu underdog comme ça. Si vous allez faire des brevets, vous allez avoir des gens plutôt d'une moyenne 40, 50, 60 ans. Les checkpoints, c'est des petits cafés paumés en Zélande, en Wallonie. C'est pas du tout attractif, c'est pas du tout commercial comme on peut voir dans toutes les nouvelles courses actuellement. Et c'est ça qui est très gai en fait dans l'ultra, c'est ce petit entre-soi qu'on a. C'était ça qui est aussi très gai hier à la projection de film, parce que tous les gens qui font de l'ultra, on se connaît tous, on a tous roulé ensemble, et donc ça devient un peu une grosse famille comme ça. Et à côté outre être intimidé par le nombre de kilomètres qu'on roule ou les types d'entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est avant tout des gens normaux qui roulent par passion. Et donc même si vous n'avez pas d'entraînement, que vous voulez lancer là-dedans, tout ce que je dois dire, c'est allez-y, quoi, vraiment. Ouais, hein. À ce propos, toi, tu as un travail à côté Ouais, moi je travaille à temps plein et c'est une grosse frustration parce que j'ai commencé ce boulot le 1er juillet 2018 et j'ai eu ma réponse pour la transcontinentale en janvier 2018 et j'ai démarré fin juillet, donc j'ai dû planifier mon scratch. Donc j'ai abandonné la course. Ah ouais, ok. Donc voilà, j'ai fait planifier une demi-TCR. Et lorsque les gens m'ont vu sur le GPS, ils m'ont vu, premier checkpoint, ouais, elle a roulé bien, ouais, deuxième, il passe les montagnes. Il y avait toute ma famille qui me suivait, c'était très très chouette, ils avaient leur WhatsApp. Ils disaient, oui, regarde François. Et puis j'ai de la famille qui habite sur différents continents, donc il y en avait qui me voyaient quand je roulais la nuit, d'autres qui me voyaient le matin, le soir. Donc toute la famille me suivait, c'était super gai. Puis je recevais des messages en me disant, ouais, bonne nuit, blablabla. Mais bref, j'ai eu ce boulot et mes employeurs, dès que je leur ai dit, oui, je suis dans une grosse course, est-ce que je peux avoir 3 semaines de vacances le premier mois d'emploi? Ils m'ont dit non. Donc j'ai fait, bon, ok, je vais quand même pas dire non à la TCR. Donc, alors que je m'étais entraîné toute l'année, j'ai fait beaucoup d'événements ultra en Belgique, parce que la Belgique est très dynamique, il y a surtout en Flandre et via les randonneurs belges, qui étaient là hier soir d'ailleurs. Voilà, les gens m'ont vu partir vers Vienne, alors que tout le monde traversait la République tchèque, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Et puis après, ils m'ont vu qu'à Vienne, je m'arrêtais, mais Vienne, comparé à la Pologne ou à la République tchèque, c'était beaucoup mieux connecté pour rentrer en Belgique. Et donc voilà, j'ai eu mon scratch planifié. Voilà, c'est un peu comme, pour moi, la TCR, c'est un peu comme si j'avais démarré un magnifique film et qui s'arrêtait au milieu. Voilà. Et à côté de Xavier, nous avons Guillaume qui lui aussi s'y est mis tard, je pense, à l'ultra. Un jour, il s'est dit non, moi je me lance et puis j'y vais, et ça m'épate quand même. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. C'est ça, mais donc effectivement, moi j'ai commencé l'ultra un peu grâce ou à cause de Xavier qui est ici à côté de moi, puisqu'en 2018, moi je fais un peu de vélo comme ça le dimanche, et puis je vois Xavier qui participe à des courses qui me semblent être un peu démesurées. Oui, il dort pas, il roule la nuit, il se nourrit de trucs qu'il trouve sur la route, et je me dis mais pourquoi il fait ça en fait, quel est l'intérêt? Et puis moi, à la fin de l'année, je me dis je vais me lancer là-dedans aussi. Alors pour des raisons... Fin de l'année 2018, je crois. Fin 2018, c'est ça. Donc je me dis, c'est hier, quoi. C'est hier. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Et je me dis, je vais me lancer dans... Je voulais faire la TCR, puis finalement, j'ai pas pour des raisons logistiques, j'ai pas pu me lancer dedans, mais je me dis, je vais me lancer dans la série Biking Man qui m'avait conseillé, des courses un peu plus courtes. Et là aussi, pour des raisons de calendrier, je peux commencer que par la plus longue et la plus dure, sans mauvais jeu de mots. Et donc, pour la Saint-Valentin, ce serait une préférence, merci. Voilà, c'est ça. Et donc, je me retrouve au Pérou sur une course de 1700 km, avec 7 mois d'entraînement. Avec du dénivelé, on monte à presque 5000 mètres. Mais l'idée là derrière, c'était de dire aussi, est-ce qu'on peut en 6-7 mois passer de quelqu'un qui roule le dimanche à 140 km tout au plus ce que j'avais fait, à faire une course d'ultra, la terminer. Et donc voilà, ça s'est assez bien passé. Je crois que j'ai... C'est vrai, ça s'est bien passé? T'as fini quoi? Mais en fait, déjà le premier jour, le soir même, j'arrive. Donc on était 45 participants, j'arrive 7e au CP1. Donc déjà là, je reçois des messages de tout le monde assez surpris.
Et en fait, je me rends compte que non seulement j'arrive à tenir, parce que j'avais un peu peur d'être parti trop vite, et qu'en fait, je continue à remonter. Puis voilà, finalement, j'ai fait 4e de la course, avec des gars quand même assez solides. Mais t'étais sportif à la base, t'étais sportif. Non mais est-ce qu'on dirait des gamins dans une cour de récré qui se cachent du professeur quoi. C'est Katia, hein, c'est pas nous. Hein. Katia elle ouvre des bières mais en smette là, en stommelings comme on dit à Bruxelles. Oh ça va. Hein. Et non là excuse-moi j'entends tout, c'est n'importe quoi. C'est la dernière fois que je t'invite, hein, franchement. Ou alors Mélodie, je t'en prie, vas-y. Mais moi j'ai une petite question parce que le thème c'est quand même l'amour. Hein, oui. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et l'ultracyclisme. Du coup, il y a un peu à lire. Est-ce que c'est compatible l'ultracyclisme et une relation avec Alors absolument, quelqu'un, j'ai envie de dire. Oui, absolument. Donc là, l'avantage, ce qui est bien avec ce genre de courses, c'est comme elles se font souvent à l'étranger, c'est qu'on peut planifier des voyages qui sont liés. Alors ici, donc, justement, au Pérou, on en a profité pour faire 2 semaines après ça. Donc elle est venue me rejoindre. Je suis allé à Taïwan aussi à la fin de l'année. Pareil, on a fait 2 semaines. Et ici, semaine prochaine, je pars à Oman, donc la même course que ce que Xavier a fait l'année passée. Et on en profite pour faire de nouveau 2 semaines. Donc, voilà, donc c'est une bonne excuse pour voyager avec sa copine. Voilà, et faire des pays, personnellement, dans lesquels je ne serais jamais allé, comme Taïwan, et en fait, qui sont des pays magnifiques. Quoi. En plus, à la fin de la course, tu as un beach body parfait. Voilà. L'amour revient. Voilà. Se ravive. Ouais. Moi, j'ai poussé le vice encore plus loin parce que moi, je l'ai amené sur une course avec moi au Laos en lui disant, tu vas voir, ça va être sympa, viens, on va faire 850 km en 4 jours. Il va faire 45. Et tout s'est bien passé, elle a adoré ça. Bon, il a fait 45 degrés étouffant, mais oui, non, elle fait du vélo aussi, donc forcément, ça facilite les choses. J'aurais un peu plus de mal à la convaincre, je pense. Chez moi, c'est moins facile. Disons, il faut chercher un équilibre. Ma femme ne roule pas spécialement beaucoup à vélo, elle l'utilise comme moyen de transport, mais pas plus. Et donc, même si elle comprend que pour moi c'est important, je dois aussi laisser une place à ses hobbies et à ce qu'elle a envie de faire. Donc, on a une fille, je ne peux pas la laisser toute seule avec ma fille tout le temps. Donc, ça veut dire que quand moi je prends un week-end seulement pour moi, parce que dans sa tête c'est ça, je m'occupe que de moi, le week-end d'après, il faudra que je fasse quelque chose pour elle, ce qui est logique. C'est donnant-donnant, quoi. Oui. Petite parenthèse sur Twitter ici, ils sont déchaînés les gens. Ah, c'est chouette. Je ne demande pas. Voilà. Qu'est-ce qui s'y dit? Ils veulent une bière, ils veulent que tu leur donnes une bière. Aussi, ouais. Un petit coucou spécial à Pause Vélo qui sont un peu nos cousins en Suisse, hein, qui ont ce podcast génial sur le vélo et qui nous disent ce soir pour la Saint-Vélotin dîner aux chandelles avec Antitane, donc c'est nous, les sockets d'Antitane. En Suisse on dit souper, mais par souci de compréhension, je parle français. Merci pour la compagnie. Donc ils sont en train de dîner en amoureux en les écoutant, donc on leur fait des gros bisous. Allez, ils ont plus qu'à... Et on est encore là une demi-heure, hein. On lâche l'antenne à 19h30, ouais. Donc vous restez bien puisqu'on a encore Antoine qui va nous faire une super rubrique, enfin un billet, on a Mélodie et on aura bientôt fini, non, on a Bike to School qui se trouve en Afrique de l'Ouest et qui est parti de Bruxelles en septembre à vélo et il est en chemin. On va se passer une interview qu'il a réalisée pour nous, mais avant ça, est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose par rapport à l'ultracyclisme et à ce qui s'est passé hier, à cette rencontre que vous avez opérée, que tu as faite, toi Seb, à Bruxelles et à ce film que Antonin a projeté, je t'en prie. Pour tous ceux qui n'étaient pas là et puis ceux qui ne sont pas en Belgique ou quoi, le film est disponible en ligne sur le site qui est onboardtcrfilm.cc. J'aime bien rappeler aussi juste que le film n'est pas sponsorisé. On a un peu bataillé pour ça. On n'aurait pas dit non sur l'argent, mais voilà, il y a les contraintes qui vont avec. Et du coup, tout l'argent qui rentre en fait, est redistribué à tous les gens qui jusque-là, et moi compris, ont bossé bénévolement sur le film, sans l'espoir de toucher un copec en retour. Mais du coup, c'est génial de voir tout cet engouement aujourd'hui, donc pas de raison que ça vous plaise pas. C'est chouette, merci d'être venu en tout cas. Je vais partager l'adresse sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Le lien vers le film, il est vraiment super, quoi. Allez-y. Merci à tous en tout cas pour cette super intéressante discussion sur l'ultracyclisme. On est bien sûr sur Radio Campus 92.1 FM à Bruxelles et on va s'écouter une petite pause musicale et on revient juste après ça avec la chronique de Mélodie.
Sleep down, sleep down. Feel the pain of his troubled history. They'll wipe his memories, then tell him his past is a mystery. What is life without victory? Opinion, no liberty. Enlighten me how to stay sane in the world so mental, world sick enough. A voodoo child playing purple haze. Can't get no relief, lonely hours never temporary. He knows at some point he will ascend eventually. Still going to heights, coincidentally he's a mess, but still good at putting on a brave face for the camera. He smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. The thief sold him a cheaper ticket to heaven's gates. No ID, no entry, 27 Club says. The good fly young, the good at our greats. Jimmy Basquiat, Amy, Robert, Janis, Kurt Cobain. And when the stars die young, took 27 years to realize you already won. Flowers on, flowers on, flowers on, flowers on. She's problematic, nobody can't stand it. Been told she's a liability, you're not an asset. Fuck, I'm erratic, confessions of an addict. How they let me sing to the masses. Lost what I had, staring in the face of tragic. Like I didn't just back to black it. Love was my losing game, let's just call a spade a spade. Paparazzi on my doorstep, never leaving home. Lying on the floor, mind's blown, trying to reach the phone. Let me take one more hit for my eyes closed. Let me take one more hit for my eyes closed. Shit, I think that was my last hit. One more hit before my eyes close. 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 Flowers on, flowers on, flowers on, flowers on for you. Can you feel this energy? All we have is memories. Always heard but never seen. This is more than you know. Connect with my body and soul and do what my body is told. Picture a beautiful sight, but not all that glitters is gold. Afraid of what the future may hold for me. If it's too late before they dismantle my desires. On s'écoutait donc Little Sims avec Michael Kiwanuka, le très bon album Grey Area. Voilà, et donc vous êtes évidemment dans les sockets en titane, l'émission entièrement dédiée au vélo. On a encore 2 billets ce soir super qui sont dédiés au vélo. Et le premier, c'est celui de Mélo Vélo que vous retrouvez très actif comme toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller liker sa page. C'est plus actif sur Insta d'ailleurs que sur Facebook. Donc c'est son compte Insta qu'il faut suivre. Et vous en perdrez pas. Partout, hein. Bah, oui, on te suit partout déjà. Non, bah alors Mélodie, de ton prénom. Ouais, exact. Dis-nous comment tu relis l'amour et le vélo aujourd'hui. Alors effectivement, comme disait Pascal, tu nous as pas beaucoup laissé le choix aujourd'hui. Hein. On s'est tous orientés vers l'amour, parce qu'il y a tellement d'ultracyclistes ici, je ne sais pas où on allait se mettre. Mais voilà, moi j'ai déjà beaucoup parlé de mon amour pour le vélo et de la liberté que ça peut me procurer quand je roule à Bruxelles, notamment dans ma dernière interview pour Bike Experience, qui est effectivement publiée sur ma page Facebook. Du coup, je me suis dit que j'allais à un moment arrêter de parler de moi et que j'allais plutôt parler de l'amour du vélo et des Bruxellois. Alors, parce que c'est vrai qu'en 2019, à Bruxelles, c'est un peu l'année du vélo.
en tout cas, on est de plus en plus à se balader sur la petite Reine, comme on dit, et à arpenter la ville, et surtout à vélo-taffer. Alors, j'ai sélectionné quelques chiffres de l'Observatoire du vélo en région de Bruxelles-Capitale, et d'ailleurs, je remercie ProVélo pour ces chiffres. Alors, c'est des chiffres assez intéressants parce qu'ils nous permettent de relever des tendances quant aux habitudes de mobilité active en région de Bruxelles-Capitale. Alors, comme on s'y attendait assez, le vélo et les vélotaffeurs continuent de s'imposer comme mode de déplacement urbain. Et donc, on a, par rapport à 2018, une augmentation de 8,9% de vélos. Donc, je trouve que c'est quand même une belle augmentation. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est que le pic d'augmentation se situe évidemment au mois de mai, c'est-à-dire quand il recommence, je dis bien recommence à faire beau, parce qu'il fait beau pendant 10 jours et puis on se reprend quand même de la pluie. Hein. Ça, on a tous l'habitude avec ça, il n'y a pas de souci. Et le pic au mois de mai, il est à 16%, donc le double de la moyenne, ce qui est quand même relativement intéressant. Et alors, je ne vais pas faire que des heureux, mais je vais quand même parler d'un mode de vélo dont on nous parle quand même beaucoup. C'est ce qu'on appelle les VAE. VAE, ça veut dire quelque chose. Voilà, vélo à assistance électrique, qui sont quand même assez tendance à Bruxelles. Et alors, les VAE représentaient en 2018 12% et ils sont passés à 20% des vélotaffeurs qui utilisent des VAE. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. Moi, j'avoue, je ne roule pas du tout avec un vélo à assistance électrique. J'ai confiance en mes petites fesses. Voilà. Mais j'avoue, je suis assez jalouse. D'ailleurs, quand il me dépasse dans les montées, parce que moi, je galère quand même dans les montées. S'il y a un ultracycliste qui peut m'expliquer comment gérer... faut mettre un petit ratio, je crois. C'est pas ça? Il faut mettre un petit ratio. Mais bon, j'essaye, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me dépassent, pas que des VAE. Mais bon, j'avoue, quand les VAE me dépassent, là, en plus, ils te jettent un petit regard comme ça. J'avoue, ça me jalouse un peu. Mais il y a quand même des chiffres assez importants. Donc, le fameux cabinet Deloitte estime que entre 2020 et 2023, il y aura plus de 130 millions de vélos qui seront achetés sur la terre entière, évidemment, pas qu'en Belgique. Hein, ce serait quand même bien. Bon. J'y crois pas trop. Et alors, un chiffre intéressant, c'est aussi qu'en Allemagne, en 2018, les vélos électriques ont progressé de 36%. Donc ça, c'est vraiment un gros chiffre. Après, c'est vrai qu'au niveau vélo, en Allemagne, ils sont quelques années-lumière avant nous, mais au moins, c'est quand même intéressant à savoir. Alors, le dernier chiffre que j'ai, c'est celui concernant les vélos cargo. Alors les vélos cargo, c'est vrai que c'est un mode de vélo qui est de plus en plus développé par les utilisateurs qui sont, enfin les familles on va dire, mais aussi par certaines sociétés qui commencent à employer des livreurs à vélo. Donc on en voit quand même de plus en plus. Ouais, on en voit de plus en plus à vélo. Et en 2019, les vélos cargo représentent 4% du flux des vélos à Bruxelles. C'est pas grand-chose, mais ça, je pense que ça va ne faire que augmenter. Et le chiffre important par rapport à ça, c'est surtout qu'en 2018, pour les familles qui se déplaçaient à vélo, c'était 12% des vélos cargo, et maintenant on est à 30%. Donc les 70% qui restent sont le siège enfant, les follow me, ou alors les troisième roues. Moi, les troisième roues, j'adore. Quand je les vois, ça me fait toujours kiffer de voir le petit bonhomme derrière, comme ça, en train de rouler. C'est assez marrant. Et parfois, il pédale pas. Hein, parfois, il pédale plus fort que le papa. Ouais, ça aussi, ça peut arriver. Quoi il pédale plus fort que le papa? Et alors, voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces chiffres? Ce qui est important à retenir déjà, je pense, c'est... Bruxelles est une ville réputée comme l'une des villes les plus embouteillées d'Europe, pour ne pas dire du monde. Hein. Mais au moins, on a remarqué que le vélo commence à s'imposer et à se démocratiser. Et les gens roulent pour le plaisir, mais aussi, clairement, parce que c'est nécessaire. Et je pense que les amoureux du vélo, c'est vous, c'est nous, c'est tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent. Et je vous propose de continuer à le faire parce qu'on a besoin de vous. Hein, on n'est pas tout seul. Et la preuve, on a de plus en plus d'auditeurs, donc ça fait plaisir. Et je terminerai en disant que, et ça c'est pour parler un petit peu d'amour, qu'il existe une très forte corrélation entre les villes qui sont classées parmi les meilleures en termes de qualité de vie et la pratique du vélo. Donc voilà, ça c'est à bon entendeur pour ceux qui nous écoutent. S'il y a moyen de faire encore plus pour le vélo à Bruxelles, nous on est super contents.
Parce que tu as souvent l'impression que l'infrastructure est génératrice de conflits entre les différents utilisateurs, qu'il y a encore plein de points qui sont pas bien aménagés dans la ville et qui font que tu te retrouves nez à nez avec un véhicule et que ça génère d'office une friction ou je vais pas dire que c'est partout, parce qu'il y a certains endroits qui sont bien aménagés. Maintenant, on en discutait déjà, je crois que c'était lors de la émission 2, lorsqu'on a fait un débat sur le feu rouge, c'est que le code de la route, finalement, il a été pensé pour les automobilistes. Et donc pas du tout pour les cyclistes. Donc ce qui est parfois embêtant, c'est que quand on fait des aménagements, on se dit on va mettre une piste cyclable là, et finalement c'est pas forcément la piste cyclable qui est la plus praticable pour le cycliste, et on se retrouve en conflit effectivement avec des voitures, souvent avec des taxis à Bruxelles, et parfois avec des piétons aussi. Je traite-tu l'opprobre Non, pas du tout. Et ce que je disais aussi dans mon interview, c'est il y a un mode de déplacement urbain qui fait fureur pour l'instant, c'est la trottinette, et on ne sait pas comment faire avec eux. Donc c'est très très fourbe. Voilà. Ça va dans tous les sens, tu ne sais pas prévoir. Non. Donc voilà, ça c'était ma petite chronique sur le vélo et l'amour du vélo. Donc j'aimerais continuer à inciter les Bruxellois à rouler, et surtout à ne pas avoir peur de rouler et de prendre l'espace qui nous est dû. Eh bien, merci beaucoup Mélodie pour cette superbe chronique. J'avais une petite question moi, pour les ultra-cyclistes qui sont ici dans la... Vous êtes aussi des cyclistes quotidiens ou tous, ouais? Oui, ouais. Absolument. Moi, c'est vrai que j'ai commencé assez récemment à me mettre au vélo urbain. Enfin, je le faisais beaucoup quand j'étais petit. Et puis forcément, quand on vous donne une voiture de société, c'est quand même assez confortable. Et en fait, c'est vrai que juste le fait de devoir me garer en rentrant m'a poussé à reprendre le vélo. Et c'est juste génial, en fait. Ouais, hein. Parce qu'on va 2 fois plus vite qu'une voiture. Alors, j'ai un trajet très court, mais... C'est vraiment... Et en fait, ça permet de prendre un peu l'air, etc. À la fin d'une journée, c'est ultra agréable. Qu'est-ce qui est le plus difficile, rouler en ville ou rouler la transcontinentale? En ville, clairement. Rouler à Bruxelles. À Bruxelles. Je crois qu'avec le bout de fémur... Un avantage, je veux dire, quand on est bien entraîné à Bruxelles, c'est qu'on freine moins les voitures. Donc, tu parlais tout à l'heure, Mélodie, des montées. Je crois que quelqu'un qui a un moindre niveau aurait l'impression de déranger, et les voitures derrière pourraient s'impatienter alors qu'elles n'ont pas le droit de le faire, ou se piller les gens. Mais nous, en tant que personnes bien entraînées, je crois qu'on peut faire une moyenne de 25-30 en ville, qui est peut-être même supérieure à la vitesse des voitures. Oui, elle est de 14 en ville, la vitesse de voiture. Je crois qu'on se faufile beaucoup plus que quelqu'un qui aurait du mal. Et là, l'assistance électrique peut venir changer la donne pour des gens qui seraient moins entraînés que nous. Donc c'est une bonne chose pour une grande partie de la population. Et donc c'est quand même, pour toi qui dis 25-30, c'est le double de ce que la voiture fait en ville. C'est pour les gars comme moi qui, avant de se péter le fémur à vélo, roulaient vite. Merci. Vous devriez le voir, il est dans un état. Non, mais je sais plus, ma jambe elle est bloquée entre la table de mixage. Là, je vais plus jamais savoir sortir d'ici. Je vous le dis, je suis coincé avec mon attel. Mais au moins, tu as toujours le smile, et c'est ça qui est important. Merci, parce que les gens ils le voient pas, ça, le smile. Peut-être qu'ils l'entendent. T'es pas trop en manque de vélo, sérieux, Clément? Ça fait combien de temps que t'as pas roulé là? Non, mais j'ai mon nouveau vélo qui n'est pas encore roulé. Il est devant mon lit médical. Et donc de mon lit médicalisé, je fais... Il y a le moteur qui me soulève et je vois mon nouveau vélo qui n'a pas encore roulé avec un nouveau pédalier et tout. Il n'y a plus que la chaîne à mettre. Il y a plus que la chaîne. Je peux te le roder si tu veux. Non, il m'a dit la même chose. Non, eh bien non. C'est mon futur fixe. Un Kona. Je ne dirai pas de marque, pardon. Un Kona. Oui, un Kona. Tu aimes bien les Kona? C'est mon prochain. Pardon. Clément, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour éviter la lamentable chute que tu as faite? Eh bien Mais comment as-tu chuté, Clément? Non, on veut savoir. Ça va. Sur toutes ces années où j'ai roulé à Bruxelles, franchement, il fallait bien que ça arrive un jour de se prendre un mur. Donc je me suis pris le mur de la KBC à Isère. Et d'ailleurs, j'ai demandé, je pense que je vais avoir les images parce que je connais des gars qui travaillent à la sécurité de la KBC. Et donc, il y a moyen que je vois ma chute, quoi. Et je me suis donc pété le condyle externe. Donc, le condyle, c'est la boule une des 2 boules du fémur, quoi. Voilà, elle est coupée, elle est cassée. C'est pas chouette. J'ai passé quelques jours à l'hôpital avant qu'on puisse m'opérer seulement. Enfin, la totale. Mais voilà, c'est pas grave. Je pense qu'on va rebondir sur un truc vachement plus sympa qui est le néo-romantisme avec Antoine Collard qui est avec nous et qui va nous faire son
billet qu'il avait déjà fait d'ailleurs pour les médias web, je pense. C'est un autre billet ici. C'est un il autre avait écrit ici, une magnifique carte blanche dans le Vif l'Express il y a quelques mois de ça, qui avait été énormément partagée. Et donc voilà, il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Merci beaucoup à toi d'être là, Antoine. Merci à vous. Je voudrais vous remercier, Clément et Katia, de m'inviter dans ce studio qui est quand même bondé pour ce petit billet d'humeur et de me faire confiance, alors que finalement on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je suis un peu inconnu. Si ça tombe, je suis un infiltré de la Fébiac. Tu ne le sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais donc aujourd'hui, Saint-Valentin ou Saint-Vélotin oblige. J'avais évidemment envie de vous parler d'amour. C'était même une évidence pour moi. Amour à vélo, amour du vélo. Car oui, cela va de soi. S'il y a bien un moyen de transport par excellence qui incarne à mes yeux la passion amoureuse, c'est la bicyclette. Il n'y a qu'à écouter la fameuse chanson d'Yves Montand ou L'eau de vélo de Jacques Gamblin, pour ceux qui connaissent. À les écouter, on réalise que le vélo n'est pas qu'un objet mécanique qui sert à nous mouvoir d'un point A à un point B, non, c'est aussi un outil capable de réenchanter notre morne quotidien et d'y mettre de l'amour. Alors oui, aujourd'hui, dans ce monde où l'agressivité domine, où la mobilité est avant tout perçue comme un problème qu'il faut traiter, comme un concentré d'angoisse, j'appelle de mes vœux la révolution cycliste. Pour moi, si en apparence les cyclistes ne sont que des sortes de sapins de Noël clignotant à l'esthétisme douteux qui fleure bon la sueur un peu aigre, ils sont en réalité bien plus que ça. Ils se dégagent de leur parfum de quinoa une lame de fond d'exaltation, un appel à vivre l'instant présent. En fait, si on force un peu le trait, on pourrait même dire que les cyclistes, ce sont les nouveaux romantiques. Vous savez, les romantiques, c'était ces artistes exaltés du 18e, 19e siècle qui s'opposaient au classicisme. Ils voulaient s'affranchir de toute la lourdeur des règles, de toute la tristesse d'un monde carré et cartésien. Ils n'avaient qu'une envie, parler de nature, parler d'amour, en s'autorisant toutes les folies que leur dictait leur imagination. Eh bien, aujourd'hui, quand j'aperçois un cycliste qui esquisse un sourire un peu béat à un feu rouge alors qu'il fait 3 degrés et que la grêle lui fouette la gueule, je vois en lui ce même exalté romantique qui arrive à transformer son bête trajet matinal en parenthèse suspendue hors du temps. Sur nos deux roues, nous nous affranchissons de la lourdeur de notre époque. Nous laissons libre cours à nos pensées, bercées par le rythme de nos gambettes et par les picotements des acides lactiques qui emplissent nos muscles. Nos esprits s'égarent et se remplissent de pensées joyeuses. Nous voilà transcendés par cette course suspendue. Notre cœur s'emballe au propre comme au figuré. Un rien nous attendrit, nous fait vibrer, nous émoustille. Nous nous envolons littéralement. Rien ne nous émeut plus que d'apercevoir au loin un autre congénère à vélo, qui lui aussi se délecte de cet amour retrouvé. Si en plus ce congénère transporte avec lui sa progéniture sur son vélo, cette graine de cycliste en devenir, alors là, on en aurait la larme à l'œil, en s'imaginant un avenir peuplé de cyclistes. Et puis, faut pas s'étonner si on est un peu énervé quand un automobiliste nous barre la route. Bordel, on est en train de vivre un bon moment, nous on est en train de kiffer, il faut nous laisser kiffer, bordel. Alors oui, peut-être que j'idéalise un tout petit peu mon propos. Bon, on va pas se mentir, quand je me suis pris le rond-point Mézère tout à l'heure pour arriver ici, j'étais pas en train de déclamer du Lamartine en chantonnant, c'est vrai. Ceci dit, dans toutes les conneries que je viens de débattérer, je pense quand même que se cache un fond de vérité et que dans toute sa merveilleuse simplicité, sa sobriété même, la bicyclette qui nous unit tous ici est bien capable de ramener un peu de tendresse et d'amour dans ce monde de brut. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ah putain, bravo. Très bien. C'était très juste. Ouais. Merci Antoine, merci beaucoup. On a l'agenda maintenant. Ma virgule ne part pas. L'agenda des initiatives en lien avec le vélo. Alors, on a la masse critique, ou plutôt devrait se dire le massacre critique, puisque après chaque masse critique, il y a des blessés dont je suis. Il faut faire le petit train après la masse critique. On rentre en groupe et on se dépose les uns les autres à la maison. Il ne faut pas rentrer avant, Clément. Il faut attendre le petit train. Mais je voulais partir avant d'être sous. Et je sais que c'est de ma faute si j'ai bu, mais j'avais presque pas bu. Et je voudrais quand même dire que si la masse critique, elle terminait dans un bar à jus de fruits ou un bar à smoothie, j'aurais peut-être pas eu le même problème que votre brasserie artisanale de Touré Taxi. Franchement, non, mais il faut quand même faire quelque chose. Je sais, je suis responsable. Hein. Boire ou conduire, faut choisir. Non, mais j'avais pas bu, j'avais juste pas mangé. J'avais peut-être bu à la place. Je suis parti avant d'être sous. C'est ce que je me souviens, et puis je me suis cassé le fémur. Donc, pour tout dire, la masse critique, c'est tous les derniers vendredis du mois. Donc, tu as déjà un mois dans la gueule, et puis tu dois te taper une masse. Et puis après, la masse critique, c'est un rassemblement de cyclistes qui n'impose rien, qui revendique seulement la place du vélo en ville. Et puis, il y a, ça c'est tous les derniers vendredis du mois, mais il y a aussi pour les sportifs, puisque le dimanche matin, quand il refait beau,
retour, parce que là, c'est pas encore la saison, je crois, eh bien, il y a le Brussels Big Bracket, donc François fait partie, peut-être nous en toucher un petit mot. Comment ça se passe le dimanche matin au Bois de la Cambre, tous les dimanches à 9h? Il y a le rendez-vous des Brussels Big Brackets que nous avions en studio lorsque le débat sur peut-on griller les feux rouges à vélo avait été organisé. Ils étaient là. Et donc François, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot de ce fameux club de cyclisme bruxellois? Oui, donc le Big Bracket, c'est un club de la ville de Bruxelles qui a été créé par Fabi. Et donc on se retrouve tous les dimanches matin à 9h de manière très bon enfant. C'est un club qui se veut le plus accessible possible, donc tout le monde est le bienvenu. On a 2 groupes cette année-ci, avec un groupe avec des gens qui savent rouler, des gens qui veulent juste découvrir le vélo. On a, suite à de nombreuses saisons et de voir de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas suivre le groupe rapide, on a décidé de faire un groupe plus lent. Donc pour les personnes qui veulent s'essayer au vélo et vouloir surtout découvrir les alentours de Bruxelles, les belles routes dans les Pajottenland, autour de Voreis, Louvain, Pécro, et découvrir tous les beaux coins autour de Bruxelles, je recommande vivement de venir rouler avec nous les dimanches matins. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours en hiver, donc ce dimanche, la sortie vient d'être annulée. Mais si vous êtes intéressé, il faut suivre notre groupe Facebook qui est public, qui est juste les Brussels Big Brackets. On a près de 1000 membres actifs, donc on a quand même une très grosse visibilité. Et on a aussi des jerseys très sexy. Donc il y a des personnes qu'on n'a jamais vu ni d'Eve ni d'Adam qui nous achètent notre jersey et on revoit des photos... des gens qui postent leurs photos, ils ont fait le Mont Ventoux, d'autres sont en Amérique latine, donc sont au Japon, et on sont assez fort complimentés de voir autant d'engouement autour de ce club et surtout de la ville de Bruxelles. Et même le Mannequin Peace, il porte votre maillot, même le Mannequin Peace. Oui, on a réussi à faire porter le maillot Mannequin Peace pour une saison. Et alors la question, donc nos sorties, donc le groupe rapide roule entre 90 et 100 km les dimanches, et le groupe moins rapide, c'est entre 60 et 70 km. En sachant qu'il y a une bière ou un café inclus avant ou pendant. Des fois, il y a des gens qui boivent la bière pendant. Ouais. Et la vitesse moyenne des 2 groupes, c'est quoi? Le groupe lent, c'est entre 22 et 25. Et le groupe rapide, entre 26 et 30. Voilà, en fonction de la saison. Là, c'est l'hiver, donc on sort des fêtes. La proportion homme-femme, c'est quoi? Il n'y a pas encore beaucoup de femmes, on recommande vivement aux femmes de venir. Mais on a des femmes de membres du club qui viennent rouler, et donc il y en a de plus en plus qui viennent, et c'est vraiment, c'est très chouette, c'est très mixte comme club, ça vaut la peine, voilà. Alors on a encore d'autres événements puisqu'on a une brocante spéciale vélo. Oui, vous ne savez pas que ça se passe à Herman-de-Broux, sous le charmant viaduc d'Herman-de-Broux, sur lequel vous allez tous vous balader quand vous n'avez rien à faire le dimanche. Ce charmant viaduc de Herman-de-Broux accueille tous les 5e dimanches du mois, donc en même temps que la brocante vêtements, une brocante vélo. Voilà, il est bon de le savoir. Sait-on que ça devienne un place to be et que ça remplace la brocante au vélo qu'il y avait à l'époque Gare du Midi. Enfin, il y a très 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 longtemps, avant même que... Il y a toujours à Bruxelles Midi, mais c'est les vélos qui ont été volés pendant la semaine, quoi. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, sur le même ton, il y a aussi le magasin Bike and Road Bruxelles qui organise chaque premier samedi du mois à 10h une vente de vélos de seconde main. Donc, ils rachètent une centaine de vélos et ils les revendent donc tous les premiers samedis du mois. Et c'est 2 bons gars c'est une dame et un monsieur, un couple qui travaillent ensemble et qui sont passionnés par le vélo. Et donc je vous invite aussi à aller à cette vente de vélos de seconde main. Et donc là, c'est pas des vélos volés? Ah non, c'est pas des vélos volés, et ils sont distributeurs pour une grande marque aussi que je ne citerai pas, mais je ne citerai pas. Bah si, on peut citer des marques. Bah oui, on s'en fout. Voilà, mais ils sont distributeurs pour Giant. Ah ouais. Et donc voilà, ils bossent à 2, ils sont ouverts tous les jours. D'ailleurs, si vous allez là-bas et que vous faites un entretien pour votre vélo et que vous dites Mélo Vélo, vous avez 20% de réduction. C'est quoi ce code promo, quoi? C'est pas mal quand même. Je savais pas quoi mettre. Je me suis dit Mélo Vélo, ça va passer. Alors, le code promo Mélo Vélo, ça on aura tout vu, quoi, ici. Alors, le jeudi 21 février, eh bien, chez Hors Catégorie, dans le CIU, qui se passe donc Gare d'Etterbeek aux casernes, nous avons l'expo photo de 2 photographes qui sont des cyclistes de Bruxelles, des cyclistes au quotidien, l'expo photo donc de Antoine et de Arthur.
Et vous pouvez aussi venir tous les vendredis pour l'apéro chez Hors Catégorie. Donc Hors Catégorie, c'est un bar, vélo, atelier vélo. Il y a aussi une boîte de coursiers qui se nomme Hush Rush. Et ça se passe dans un des bâtiments près du Vélodrome, pour ceux qui connaissent le projet See You, qui est donc un chouette truc qui est juste ici, tout près, puisque nous nous situons à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles à XL. Et le 5 mars, il y a la conférence avec Ryan Le Garec, qui était hier, je pense, sur la scène. Il était drôle. Avant, et lui, il organise aussi chez Hors Catégorie le 5 mars. Il fait une conférence. Moi, je vais y aller. Ah oui, parce qu'en fait, il a fait tout un travail sur le Tour Divide. Le Tour Divide, c'est 4400 km du Canada au Mexique. On revient à l'ultracyclisme. Et Ryan viendra donc nous présenter ça chez Hors Catégorie le 5 mars. Il est bon de le savoir. Oui, tout à fait. C'en est tout de l'agenda. On a encore 3 minutes avec l'interview de Bike to School qui nous a envoyé ça d'Afrique de l'Ouest. Il est parti de septembre de Bruxelles à vélo. Il est où? Sénégal ou Gambie? Non, encore plus bas, je pense. Il arrive au Nigeria. Là. Oui, ça rigole plus. Là. Ça roule. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve après pour les au revoir. Hello Clément, bonjour chers auditeurs. Si vous entendez ce message enregistré, c'est que je suis trop profondément dans la brousse que pour avoir une connexion passable avec Radio Campus. Alors là, je me trouve actuellement en Guinée-Bissau, près de la frontière avec la Guinée-Conakry. Depuis, le paysage a quand même assez bien changé. Pour 2 raisons. Déjà parce que je pédale seul depuis 3 semaines, Lucie étant retournée au plat pays. Et puis, comme je pédale de plus en plus vers le sud, le paysage devient de plus en plus vert et humide. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est eu en ligne, j'ai pédalé toute la Gambie d'ouest en est. C'était un très très beau pays, surtout à l'ouest où c'était un peu plus humide, avec la rivière Gambie qui passe au centre, vraiment très très jolie, avec des gens absolument accueillants. Puis je suis retourné au Sénégal, donc en Casamance, et j'ai descendu toute la Casamance jusqu'en Basse-Casamance, dans la ville principale qui s'appelle Ziguinchor. Et à cet endroit-là, j'ai encore fait quelques excursions dans les rivières là-bas, vraiment absolument magnifique, superbe région, vraiment magnifique. Après ça, j'ai continué vers le sud, vers la Guinée-Bissau. J'ai été 3 jours dans la capitale Bissau pour avoir le visa pour le prochain pays, c'est-à-dire la Guinée-Conakry. J'ai un peu visité là-bas, c'est une petite capitale assez mignonne. Et ensuite, je suis reparti. Et là, je me trouve actuellement tout près de la Guinée-Conakry. Et voilà, tout ça grâce à plusieurs sponsors, évidemment. On compte parmi eux le vélo de la marque Riverside de Decathlon. Il y a le sponsor matériel par Decathlon Nivelles. Un autre sponsor, Wikitree, une boîte de consultance à Bruxelles. Il y a aussi On a dû écourter malheureusement cette interview parce qu'en fait il est déjà 19h30 et on va rendre l'antenne. On est désolé du dépassement parce qu'on a une super émission qui elle est tous les vendredis sur Radio Campus. C'est le WhatsApp. Et oui, l'heure c'est l'heure. On doit rendre l'antenne. Merci à tous les invités de ce soir. Vraiment, c'était super chouette de vous avoir avec nous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Les sockets en titane. À la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao. Ciao. Merci. Ciao.